Pourquoi investir en bourse? Éviter les erreurs fatales. Vous aussi, la bourse, ça vous intéresse? Vous avez envie d'investir dans des actifs solides, des actifs qui durent dans le temps, des actifs capables de vous protéger de l'inflation, mais vous ne savez pas vraiment comment faire? Vous hésitez encore entre bourse et immobilier? Vous n'avez pas vraiment de comparatif à votre disposition? Cela tombe très bien parce que j'avais justement l'intention d'y répondre dans cette vidéo. J'avais même préparé le terrain en répondant à certaines questions que vous pourriez avoir sur la bourse lors de ma vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas encore vue, vraiment, je vous recommande d'aller la visiter. Mais pour le moment, on se concentre sur le comparatif entre immobilier et bourse. Allez, let's go, c'est parti! Comme l'explique très bien le site L'Avenue des Investisseurs, et que je vous invite vraiment à aller consulter, je mettrai d'ailleurs le lien en description, la plus forte performance que vous pourrez trouver sur le long terme, ce sont les actions en bourse. Et ce n'est pas pour rien que toutes les assurances-vie en contiennent, les banques, l'État français, les personnes les plus riches de cette planète. Tout le monde investit en bourse, et c'est justement parce qu'il s'agit d'un actif solide et qui rapporte énormément sur le long terme. Mais pourquoi la bourse, me direz-vous? Parce que déjà la bourse, ça permet, et avant toute chose, d'investir directement sur la croissance des pays du monde entier. Et oui, rien que ça. Je l'expliquais lors de ma précédente vidéo, en investissant en bourse, vous vous exposez directement aux entreprises les plus performantes du monde. Les plus performantes du monde capitaliste dans lequel nous vivons. Donc oui, on peut le dire, la bourse est un actif idéal pour se construire un patrimoine. Bien sûr, il faut avoir sur le côté d'autres placements pour se diversifier, comme l'immobilier par exemple, mais investir en bourse, c'est un sacré bon point de départ. L'investissement en bourse ou en actions est souvent perçu par les Français comme trop risqué. Cela peut sembler étonnant avec tout ce que je viens de vous dire, mais c'est le cas. Les marchés boursiers ont tendance à monter et descendre assez rapidement. On appelle cela la volatilité. Et ça, c'est ce qui fait vraiment peur aux Français. À une grosse majorité en tout cas. Pourtant, et je vais tenter de vous le démontrer, si l'on oppose le rendement au risque, la bourse est un actif parfait. En effet, je vous l'avais déjà expliqué, mais le rendement d'un actif, le nombre de pourcentages que vous allez gagner par an, il est toujours corrélé à son risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous achetez une nouvelle crypto-monnaie qui vient de sortir et qui vous promet 50% par an, ça veut dire qu'il y a un risque énorme. Le livret A de son côté, voire mes 2 vidéos que j'ai publiées sur le sujet, présente à peu près le moins de risques possible. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par des banques et par l'État français. Mais lui, le livret A, il va ne vous délivrer que du 3% par an. Vous comprenez un peu? Moins il y a de risques, moins il y a d'intérêt également. L'intérêt que vous gagnez par an, c'est ce qui rémunère le risque que vous prenez. Si maintenant on compare le niveau de risque en bourse par rapport à son rendement, qui est en moyenne entre 7 à 8% par an, on obtient une note vraiment excellente. Si vous ne revendez jamais vos actifs, que vous continuez à investir sur le long terme par exemple, dans un horizon d'au moins 5 ans, voire 10, 15, 20 ans, plus vous avez de temps en bourse, mieux c'est. Et bien si vous faites ça, il n'existe aucun actif solide, à ma connaissance, qui présente un tel potentiel que la bourse. Je vais vous expliquer pourquoi. Entre 2009 et 2023 par exemple, soit sur 24 ans, vous retrouverez toutes ces informations sur l'Avenue des Investisseurs. À nouveau, le lien est en description. Le MSCI World est passé de 80 € à près de 400 €, soit un x5 sans ne faire absolument rien. En 35 ans, le CAC 40 a fait de son côté x35. Si on divise ça par 35, on se rend compte que ça fait du 9% par an. C'est quand même assez incroyable. En bourse, avec des ETF, comme a pu le faire François, je vous mets la vidéo juste ici, vous pouvez espérer faire entre 7 et 10% par an, sans rien faire. Pour moi, il n'y a vraiment pas meilleur actif que la bourse. Mais je vais continuer mes explications et vous allez comprendre. Pour faire exactement la même chose que la performance du CAC 40, il vous aurait suffi d'acheter un ETF CAC 40 en 1987. Bon, vous me direz, c'est assez difficile de revenir en arrière maintenant, à moins que vous ayez une machine à remonter le temps, mais comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de faire du trading, d'acheter ou de vendre constamment des actifs en bourse. Vous avez juste besoin d'acheter une première fois et de continuer à investir sur le long terme, à faire du DCA,
Achetez toujours la même somme à la même date, par exemple toutes les semaines ou une fois par mois. Vous faites ça, vous entrez une première fois et après vous achetez régulièrement sur du long terme, sur un ETF, et vous pouvez très vite avoir une performance très intéressante. D'ailleurs, et pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Vinky, et j'ai donné naissance à la chaîne S'émanciper pour partager ici tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre ces dernières années. Vous l'avez lu dans le titre, l'objectif c'est surtout d'atteindre une ou plusieurs formes d'émancipation. Pour moi, ça passe d'abord par la constitution de sa propre retraite, mais aussi l'autonomie alimentaire et une réflexion sur la question du transport, du travail et des énergies. Comme ce type de contenu est entièrement gratuit et le restera, si cela vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à partager le lien de cette chaîne. Mais alors, bourse ou immobilier? C'est quoi le plus intéressant? Ah là, je sens que ça va être le grand débat dans les commentaires. Bien sûr que l'immobilier c'est le meilleur, tout le monde le sait, voyons. Investir dans l'immobilier, c'est investir dans la pierre, une vraie valeur. Eh ben, n'en soyez pas si sûr. J'ai encore choisi, pour cette vidéo, de poursuivre notre sujet autour de l'article que l'Avenue des investisseurs a publié sur son site. Le site nous propose en effet un comparatif. Alors, allons voir ça. D'abord, quels sont les avantages en bourse? Déjà, la bourse, c'est beaucoup plus abordable. Vous pouvez devenir actionnaire avec seulement 10 €. La bourse aussi, c'est moins risqué. Oh là, je vous entends déjà crier. Écoutez mon argumentaire et vous allez voir. Avec la bourse, c'est beaucoup plus simple de diversifier. Et qui dit diversification, dit dilution du risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous avez d'actifs solides différents sur votre ensemble de patrimoine, moins il est risqué. Et vous préférez avoir 100 000 € investis sur une dizaine de sociétés internationales ou 100 000 € investis sur un seul appartement avec un seul locataire qui concerne une bonne partie de votre patrimoine? D'un côté, votre locataire peut dégrader votre bien, il peut arrêter de payer son loyer, il peut vous mettre en grosse difficulté. Les procédures d'expulsion en France, c'est extrêmement compliqué et extrêmement long, et ça peut durer entre 2, 3, 4, 5 ans. Et vous n'imaginez même pas l'ingéniosité que peuvent avoir certains locataires pour vous pourrir la vie. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur le sujet, mais j'ai eu quelques mauvaises expériences avec mon appart. Alors que de l'autre côté, si l'une de vos sociétés en bourse a de mauvais résultats, déjà vous ne le verrez peut-être même pas sur votre portefeuille. Parce que si vous avez plusieurs boîtes et que d'autres ont performé, elles ont gagné beaucoup en valeur, elles ont grossi ou elles vous ont rapporté des dividendes, et ben ça va peut-être masquer les pertes de cette boîte spécifique. Mais en plus de ça, vous aurez justement d'autres boîtes. Donc tout votre argent ne se trouvera pas uniquement sur un seul bien immobilier. Difficile à revendre, et très très long aussi, parce qu'il vous faudra passer par un notaire, il vous faut trouver un vendeur, il vous faut faire beaucoup de papiers, il va falloir vous payer des taxes. Comment vous dire? L'immobilier c'est extrêmement chronophage. C'est intéressant parce que c'est physique, palpable, vous pouvez le transformer, effectuer des travaux, j'ai apprécié faire cela. Mais au niveau enrichissement et facilité, simplification, l'immobilier c'est extrêmement complexe, on va pas se le cacher. Donc la bourse c'est moins chronophage, c'est aussi un véritable investissement passif. Inutile d'y passer du temps, surtout si on investit sur des ETF. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes 2 prochaines vidéos qui traiteront de ce sujet et qui vous apprendront tout ce qu'il y a à savoir sur les ETF. En bourse, il n'y a pas de visite d'appartement à effectuer, pas de facture à régler, pas d'assemblée générale, pas d'entretien. Vos sociétés ne vont pas se déprécier ou s'effondrer si vous ne faites pas de nombreux travaux. Pas de déclaration fiscale compliquée. Tout est beaucoup moins complexe. Si on se contente à nouveau d'investir uniquement en ETF, il n'y a pas besoin d'être Warren Buffett ou un pro du stock picking pour réussir. Le stock picking, c'est quoi? C'est lorsque l'on fait le choix de sélectionner soi-même ses propres actions. On choisit ses actions et on constitue un portefeuille global. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Avec un ETF, tout est sélectionné à l'avance. Mais regardez mes prochaines vidéos et vous allez comprendre. Avec l'immobilier, de l'autre côté, cela nécessite beaucoup plus de compétences. À la fois en droit, en gestion, en fiscalité, etc. La bourse, c'est aussi beaucoup plus rentable. Pas de frais de notaire à 8% lors de l'achat, pas de facture annuelle non plus, et que des bons rendements historiques, au moins 7 à 8% par an, lissés sur plusieurs années. La bourse, c'est du concret. En bourse, vous êtes propriétaire de vos actions, de parts de sociétés, comme Sanofi, Peugeot, LVMH. Ces entreprises vendent des biens tangibles et que vous connaissez, et les salariés ne sont pas virtuels. En détenant des actions, vous devenez propriétaire d'une partie des usines de Peugeot, mais aussi des brevets de Sanofi, etc. Admettons maintenant que vous souhaitez investir dans la société Total. Vous achetez 100 actions à 40 € et vous devenez propriétaire d'une partie de Total. En 2020, Total a distribué un dividende de 2,56 €
par action. Donc vous avez touché la somme de 256 € de dividendes, soit un rendement de 5,30% net, après les 17,20% de prélèvements sociaux. Parce que quand vous touchez des dividendes, vous allez payer des impôts. Si vous n'en touchez pas avec les ETF par exemple, vous ne payez pas d'impôts tant que vous ne revendez pas votre ETF. Enfin, tout ça pour dire que si vous faites le parallèle avec l'immobilier, vous êtes devenu propriétaire d'une partie des actions de Total, ce qui correspond un peu à votre bien immobilier, qui distribue un dividende, qui correspond à l'équivalent du loyer. Vous connaissez le rendement, puisqu'on vient de le calculer, mais l'évolution du cours de l'action ou du prix de votre appartement, là, c'est inconnu. Vous êtes un investisseur sur le long terme, confiant sur l'évolution du cours, et vous pensez que la société Total ne va pas disparaître. Oui, parce qu'il faut acheter une entreprise auquel vous croyez. Vous avez confiance. Votre appartement non plus ne va pas disparaître. Vous avez confiance sur la solidité de la société que vous avez achetée, le bâti de votre appartement, sur le dynamisme du secteur pétrolier, ce qui correspond à la ville où se trouve votre bien, et sur la qualité du management de Total, qui correspond à la copropriété. Votre patrimoine est donc diversifié, car vos actions Total ne représentent que 5 ou 6% de votre portefeuille. C'est comme si vous possédiez par exemple 20 appartements. La valorisation de votre portefeuille global boursier ne va pas décliner si vous ne l'entretenez pas, alors que vous n'allez pas avoir le choix et devrez entretenir et faire régulièrement des travaux sur vos appartements, sous peine que ceux-ci se dégradent et que peut-être vous ayez moins de locataires à l'avenir. Et vous voyez, si on compare tous ces points, sous un certain angle, l'immobilier et la bourse, ce n'est pas si différent. Mais il y en a un d'un côté qui est beaucoup plus passif et compétitif que l'autre, et plus diversifié aussi, donc plus liquide. Je trouve que si vraiment on prend le temps de les comparer sur ces différents critères, on se rend quand même vite compte que l'immobilier est moins intéressant que la bourse. Stop! J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et ne pas être abonné à la chaîne S'émanciper. Ici, je publie de nouvelles vidéos à 10h, un dimanche, toutes les 2 semaines. Donc si vous souhaitez en apprendre toujours plus sur les investissements et les finances, cliquez ici et abonnez-vous dès maintenant. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Bon, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais si vous êtes encore là sur cette vidéo, c'est que vous avez peut-être envie d'investir. Ok Vinky, mais comment on fait? Pour bien diversifier, le mieux c'est encore d'investir sur des fonds indiciels, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Des trackers, qu'on appelle aussi ETF. Pourquoi? Parce que c'est déjà beaucoup plus simple. Et ensuite, ça vous permet d'investir en une seule fois sur tout le CAC 40 par exemple. Ou sur le S&P 500, c'est un indice américain avec les 500 plus grosses boîtes américaines. Ou avec, peut-être, et c'est ce que je conseillais à François dans ma vidéo, d'investir sur un ETF World. Il comprend les 1650 plus grosses sociétés cotées en bourse au monde. Et là, bim, vous avez tout en une seule fois. 1600 boîtes, un seul achat. C'est de la gestion passive à 10 000%. 1, 2, 3, 4 ETF qu'on conserve sur le long terme et ça peut suffire. Dans ce cas-là, le temps est votre meilleur allié, il vous suffit simplement d'être discipliné et de le rester sur le long terme. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une fois tous les 6 mois ou une fois par an, vous pouvez juste vous contenter de rééquilibrer votre portefeuille. Parce que si par exemple vous avez investi 80% en ETF World et 20% en ETF Nasdaq, je sais pas, et tous les 6 mois vous pouvez jeter un œil sur l'évolution et passer un ordre pour rééquilibrer votre allocation. Parce que bon, si par exemple l'ETF World il est vachement monté ou c'est le Nasdaq, il y en a un qui est descendu, on n'est peut-être plus à 80-20 comme vous aviez prévu. Dans ces cas-là, une fois tous les 6 mois ou une fois par an, vous réinjectez là où il manque, ou vous enlevez là où il y en a trop, et vous faites ce qu'on appelle une pondération entre ces deux lignes, et voilà, c'est rééquilibré, c'est tout ce que vous avez à faire. Et vous êtes exposé au marché mondial. Et si vous avez décidé d'investir que sur l'ETF World, il se suffit à lui-même. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de rééquilibrer le portefeuille, vu qu'il s'agit de votre seule ligne. Et voilà, je vous avais dit que c'était facile. Regardez la vidéo de François, j'en parle beaucoup, mais vraiment, on explique tout de A à Z avec lui. Lucie, il avait absolument jamais fait ça avant. Et vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Après, si je peux vous donner quand même quelques petits conseils, en 1, investissez sur le long terme. Minimum 5, 10, 15, 20, 30 ans. Là, ce serait encore mieux. Plus vous êtes là longtemps en bourse, mieux c'est. Si vous investissez en immobilier, est-ce que vous regardez l'évolution du prix tous les jours? Non. Vous faites jamais ça, alors faites pareil avec la bourse. Contentez-vous d'acheter et de ne plus jamais regarder. L'immobilier et les actions, ce sont des investissements long terme. Il faut que vous ancrez ça dans votre tête, absolument. En 2, diversifiez. N'hésitez pas à voir ou revoir ma vidéo sur la diversification.
Comme John Bogle le disait, ne cherchez pas une aiguille dans une botte de foin, achetez simplement toute la botte de foin. Achetez des ETF et ne vous prenez pas la tête. Ma prochaine vidéo sur la chaîne sera l'histoire de vie de cette personne. Et vous allez voir, John Bogle est incroyable. C'est lui qui a donné naissance aux ETF. En 3, utilisez le DCA. On en a déjà parlé, il s'agit toujours d'investir la même somme de façon régulière et toujours au même moment. Vous achetez par exemple 10 € en bourse tous les lundis de toute l'année. Et là, vous rentrez en palier progressif. Pour cela, vous pouvez notamment utiliser la fonction de l'investissement programmé sur Trade Republic. Je mettrai le lien en description. Ou le faire manuellement sur d'autres brokers. En 4, procédez à un rééquilibrage. Au bout de 6-12 mois, si vous avez acheté plusieurs ETF, rééquilibrez vos lignes pour retrouver ce que vous aviez prévu au départ. 80% sur un MSCI World, 20% sur un ETF Nasdaq par exemple, comme je l'expliquais tout à l'heure. En 5, ne cédez absolument jamais à l'euphorie. Si les cours partent à la hausse ou s'ils partent à la baisse et que c'est la panique pour vous, continuez juste à suivre votre plan et à ne surtout jamais rien changer. Je vous affiche à l'écran un petit graphique que vous pourrez retrouver sur l'avenue des investisseurs et que je trouve à la fois très drôle et très vrai. Regardez, si on commence. Tiens, là les cours montent. Hop, on vient d'acheter, les cours montent. Et là vous vous dites, ouais, il faudrait suivre le marché. La tendance se confirme, j'achète une prochaine consolidation. Donc ça veut dire que, en gros, ça continue à monter, vous vous dites, ah, il faut que je rachète. Hop, et là ça se pète la gueule. Tant pis, j'ai loupé la consolidation, mais si j'attends trop, je n'en profiterai jamais assez, alors ça y est, je rachète. Et en 4, là quand c'est bien remonté, vous vous dites, ah bah j'ai vraiment bien fait d'attendre. Et puis là, c'est le drame, ça se pète la gueule et vous vous dites, je pourrais peut-être profiter de la correction pour m'en remettre quand même. Il faut que j'en rachète. C'est bon, j'en rachète, à ce prix-là, c'est forcément une affaire. Aïe! Dès que je retrouve mon prix, je revends. Donc là, arrivé en 7, vous vous dites déjà que vous voulez revendre au prix que vous avez acheté au départ. Après, bon, ça se pète la gueule, vous paniquez petit à petit. En 9, vous vous dites, on attend patiemment que ça se reprenne. En 10, vous vous demandez ce que fait le gouvernement français. En 11, ça suffit comme ça. Je coupe tout et on ne me reprendra pas en bourse de sitôt. J'y retournerai plus. C'est un investissement qui est vraiment pas fait pour moi. En 12, bah là, comme ça s'est bien pété la gueule et que ça continue de se péter la gueule, vous vous dites, ah bah ça y est, j'ai bien fait de vendre. C'était une bonne idée parce que de toute façon, ça va continuer à baisser. En 14, vous avez encore un biais de confirmation et vous vous dites, ah bah je l'avais bien vu. En fait, ça va vraiment se péter la gueule quoi. Je l'avais bien dit. Et en 15, grosse surprise, ça commence à remonter. Ça alors? En 16, mais qu'est-ce qui se passe? Encore des fous qui se font avoir? Ça y est, ce que j'avais anticipé arrive. Ah bah alors là, vous reprenez confiance. Et dans le 19 qui conclut, et zut, j'y vais quand même, c'est finalement moins cher que la première fois. Vous en rachetez. Et en fait, de cette petite courbe qui décrit la psychologie de l'investisseur et les étapes par lesquelles on est passé, c'est très drôle parce que je suis aussi passé par ces étapes et la plupart des gens passent par ces étapes. Bah vous vous rendez compte qu'en fait, si on suit les cours tous les jours, on est vraiment perturbé et on a plein de décisions qui sont liées à des biais cognitifs et qui nous font agir là où ils ne devraient pas agir en fait. Vous avez acheté, vous continuez à acheter, vous vous posez aucune question. Il ne faut pas passer par ces étapes-là. Mais bon, après, je trouve que c'est aussi un très bon exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc contentez-vous, comme je viens de vous le dire, juste d'investir et de ne rien faire d'autre. Et voilà, là je pense qu'on a déjà fait bien le tour de la question. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà conscience de tout ce que je viens de vous expliquer. Et la prochaine fois, nous parlerons ensemble de l'histoire de vie de John Bogle et la création des premiers ETF. Je vous promets que ça va être vraiment intéressant. Alors si ça vous hype, rendez-vous dimanche à 10 h dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Encore merci à toutes et à tous. Ciao!